7h45, le petit déjeuner politique ce matin. C'était Stanislas Guerini, député de Paris et délégué général d'En Marche. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Pas de reconfinement en vue, sauf dans le Pas-de-Calais, malgré des chiffres qui sont quand même toujours hauts de la contamination. Est-ce que vous approuvez cette démarche, cette stratégie ? Je ne suis pas venu faire les annonces ce matin. Non, le Premier ministre confirmera. Et ouais, mais enfin, effectivement, on voit qu'on ne s'oriente pas forcément vers un confinement généralisé, parce que ça correspond à la stratégie qu'on a adoptée. Il faut tout faire pour tenir ensemble le plus longtemps possible, pour qu'il n'y ait pas de confinement. Il y a une petite fenêtre de tir entre une politique vaccinale qui se déploie, qui accélère, qui est bien concentrée sur les personnes les plus vulnérables, plus de 75 ans. Maintenant, tous les gens qui voulaient se faire vacciner en EHPAD ont été vaccinés. C'est eux qui mouraient principalement dans les premières vagues. Et puis, la situation des variants, le virus qui continue. Ah oui, parce que les médecins disent donc attention, ça va exploser. On essaie de prendre cette fenêtre de tir-là, pour l'instant, avec réussite. On monte les curseurs au niveau local, autant qu'on puisse le faire, pour éviter à tout prix, le plus possible, on le prendra si c'est nécessaire, mais éviter, ce qui est très difficile, et je crois que chacun en a conscience, un confinement généralisé dans tout le pays. Oui, c'est ça la stratégie. Oui. Je pense qu'elle est d'ailleurs saluée. Il faut essayer de tenir ensemble. Ça veut dire qu'on a tous une part de responsabilité. Il ne faut pas relâcher nos efforts. Il y a une perspective maintenant. Alors c'est quoi la perspective ? Oui, parce que Gabriel Attal, le porte-parole, a dit grosso modo mi-mai. Sauf que dans le même temps, Jean Castex dit attention, les semaines vont être très difficiles, quoi. C'est antinomique ou pas ? Non, les deux sont vrais. On voit bien qu'à la fois les variants, et notamment le variant britannique, la gagne du terrain inexorablement. C'est ça, une crise épidémique. Puis qu'en même temps, encore une fois, par une politique de vaccination bien ciblée, on commence à avoir de l'impact sur les courbes de ceux qui principalement allaient en réanimation. C'est ça qui est important, in fine, qu'on n'ait pas à choisir entre les malades. Oui. On n'a jamais eu à le faire en France. C'est une différence avec d'autres pays européens, avec d'autres pays dans le monde. Et qu'on arrive à cibler sur ceux qui sont les plus vulnérables. Donc c'est cette fenêtre de tir-là, et effectivement, on voit bien que la politique vaccinale, elle monte en puissance. Maintenant, il y a les AstraZeneca qui vont pouvoir se déployer beaucoup plus massivement. On est à quelques millions pour l'instant. Un quatrième qui va bientôt arriver. Et donc, vous avez espoir on va pouvoir impacter les courbes. Vous avez espoir d'une vaccination beaucoup plus large quand elle avait été promise pour cet été avec 60-70% de la population. Vous y croyez encore aujourd'hui ? Mais j'y crois, comme quand on a annoncé au mois de janvier qu'à la fin du mois de janvier, il y aurait 1 million de personnes vaccinées. Il y en a eu à la fin 1,2 million de personnes qui avaient reçu leur vaccination. On a tenu nos objectifs, ceux qu'on avait annoncés. Après, voilà, faut dire la vérité aux gens qui nous écoutent. On a les mêmes problèmes que les autres à recevoir des doses. On a acheté nos doses en européen et ça valait le coup de faire ça comme ça. Oui, sinon, certains se posent des questions. Imaginez une seconde la situation où les pays européens auraient été en concurrence les uns avec les autres. Ça ferait une guerre sur les tarmacs des aéroports pour récupérer les vaccins. C'est inouï d'imaginer cette situation-là. L'Europe a été à la hauteur, a acheté un quart des doses de vaccins dans le monde, je le rappelle quand même, un quart des doses de vaccins dans le monde, et on est dans une logique de coopération. J'ajoute d'ailleurs que cette coopération, il faudra la porter au niveau international. Le président de la République se bat pour ça, qu'on puisse envoyer des doses, notamment dans les pays africains, pour soigner et protéger les soignants africains. C'est à la fois une mesure de justice internationale et aussi une façon de lutter contre cette épidémie qui est une pandémie donc mondiale. Un dernier mot sur cette gestion de la crise sanitaire. Est-ce que vous, les députés, vous avez votre mot à dire, puisque vous êtes, vous, justement, aussi le délégué général En Marche, et donc... On a eu notre mot à dire extrêmement régulièrement depuis le début de cette crise. En gros, à chaque fois qu'il y a eu un moment décisif, confinement, déconfinement, le choix de la politique vaccinale, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale, avec sanctionnés par des votes. Il y a eu plusieurs commissions d'enquête qui ont suivi la façon dont la crise et l'épidémie avaient été gérées. Je pense que, et d'ailleurs là aussi, comparons un petit peu avec ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde, de temps en temps dire que le Parlement a été bâillonné, que la démocratie a été mise sous cloche, je crois que c'est quand même un peu difficile quand on regarde les faits de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Bon, projet de réforme de la justice, Éric Dupond-Moretti veut faire filmer les audiences. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour redonner confiance en la justice ? Est-ce que c'est utile ou est-ce qu'il n'y a pas une forme de voyeurisme derrière quand même, non ? Je ne crois pas à voyeurisme. Bon, on va filmer des audiences et les retransmettre après. Transparence, on voit bien. Et il y a plein d'études, d'enquêtes, et des gens d'ailleurs à votre antenne qui le disent, y compris sur la justice la plus quotidienne, la justice qui touche tous les justiciables français, ceux qui ont une affaire de voisinage, ceux qui ont une affaire de divorce, ceux qui vivent des affaires on va pas filmer les affaires de divorce, de voisinage quand même, si. Non, mais vers quelle société va-t-on, là, dans Stanislas Guerini ? On voit bien qu'il y a besoin de mettre de la transparence pour remettre de la
confiance. Je pense qu'on a, de façon générale dans nos sociétés, un enjeu immense à remettre de la confiance dans nos démocraties. On voit bien, et d'ailleurs, y compris pendant cette crise, ça passe par des audiences filmées? Est-ce que ça ne passe pas plus par des moyens pour pouvoir condamner éventuellement? C'est ce que nous disait tout à l'heure. Oui, il faut faire évidemment les deux. Mais qu'est-ce qu'on fait par ailleurs? On a l'augmentation du budget de la justice la plus importante de ces dernières décennies. Plus 8% d'augmentation du budget de la justice. C'est ça la réponse la plus concrète pour pouvoir remettre des personnes, de l'humain aussi dans cette justice de proximité. Mais la justice de proximité, ça veut dire de la confiance, et donc toutes les mesures qui iront dans ce sens-là, pour moi, elles vont dans le bon sens. Bon, et Éric Dupond-Moretti, qui au passage a dit qu'il entendait les hurlements après la condamnation de Nicolas Sarkozy. Vous aussi, vous les entendez, ces hurlements? Je crois qu'il ne faut pas prêter l'oreille bien loin pour pouvoir entendre tout ça. Moi, pardon, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on dit ça, ça fait un peu langue de bois. Mais je pense qu'il faut s'y tenir. Des affaires de justice, moi, je crois que les hommes et les femmes politiques, ils ont plutôt intérêt à se tenir éloignés des commentaires sur l'affaire de justice, parce que ça s'appelle la séparation des pouvoirs, parce que c'est comme ça que notre démocratie fonctionne. On en parlait à l'instant en parlant de confiance. Ben oui, il faut respecter les institutions. Et d'ailleurs, je note, j'entendais Nicolas Sarkozy hier soir dans un journal télévisé. Je trouve il dit la vérité explosera. Il se défendait avec dignité. Il refusait de faire de ce procès un procès politique. Je pense qu'il a raison. Il est injusticiable comme les autres, ancien président de la République, mais comme les autres. Et donc, il a le droit de se défendre, il a le droit de faire appel, il a le droit de clamer son innocence. C'est son droit, il le fait, je trouve, avec dignité. Moi, j'ai pas beaucoup plus de commentaires que ça. Non, les écoutes des avocats, ce que dit Éric Dupond-Moretti, il faudra respecter peut-être le secret professionnel, il faut revoir. D'ailleurs, dans la réforme de la justice dont vous avez parlé, vous venez de parler à l'instant, il y a des mesures dans ce sens pour mieux garantir que les conversations entre un avocat et son client ne puissent pas être entendues. Moi, je pense que là aussi, c'est une bonne mesure. Peut-être revoir aussi le fonctionnement. Dans notre démocratie, il faut qu'il y ait des séparations qui soient claires. Et c'est comme ça qu'on crée de la confiance. On en a infiniment besoin dans les moments difficiles auxquels sont confrontés nos démocraties. Peut-être revoir le fonctionnement aussi et le rôle du parquet national financier ou pas? Moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les débats. Vous voyez, il y a quelque chose d'un tout petit peu malsain à partir d'un débat d'actualité et se dire, parce qu'on peut contester ou pas contester tel ou tel jugement, alors il faudrait remettre en cause le parquet national financier. Je note que le président Sarkozy ne l'a pas fait hier, et je pense que c'est plutôt sain d'essayer de ne pas mélanger les débats. La dissolution de Génération Identitaire, ce groupe d'extrême droite, est-ce qu'il était une menace à ce point, ou est-ce que c'est des gages donnés aussi un peu à la gauche avec la loi séparatisme en marche de ça? Vous pensez qu'une association qui loue des hélicoptères pour aller faire des tours à la frontière, qui prend des embarcations pour essayer de repousser les embarcations de migrants, qui traite les migrants de terroristes. Vous pensez que c'est une association qui a sa place dans notre République, qui ne profère pas des messages, des incitations parmi les migrants? C'est vrai qu'il y a eu des terroristes parmi les migrants. Il y en a eu beaucoup. Le Stade de France, Nice. Comment est-ce que vous pouvez assimiler les migrants qui viennent dans notre pays en les mettant tous dans un même sac, en disant qu'ils sont des terroristes? Pardon, mais et d'ailleurs, je note que, y compris, et à chaque fois, ce sont des faits qui sont évidemment terribles, mais il y a aussi beaucoup de terroristes qui sont français comme vous et moi, Stanislas qui ont grandi Guerini en France, et donc je pense que cette collusion est évidemment très dangereuse. Et en tout cas, au-delà de ce débat-là, je pense que les quelques faits que je viens de rappeler sur Génération Identitaire doivent ôter tout doute aux esprits républicains qui nous écoutent ce matin. Et donc oui, c'est courageux, effectivement, mais je pense que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, a bien fait et s'honore de la décision qui a été prise de dissoudre cette association qui n'avait pas sa place dans notre République. Bon, voilà, même si ils alertent peut-être sur le manque de contrôle de cette immigration, aussi à travers leurs gestes. Vous parlez d'hélicoptères, effectivement, surveiller les migrants. Il y a beaucoup de trafic de migrants en Méditerranée, vous le savez. Là aussi, moi j'ai été rapporteur du budget de l'immigration à l'Assemblée nationale, et j'ai vu à quel point on a augmenté les moyens pour mieux maîtriser les politiques migratoires. Dire qu'il faut que des milices privées prennent des hélicoptères ou des embarcations pour aller eux-mêmes repousser les migrants, enfin, vous voyez un petit peu le pas, à mon avis, qu'il ne faut pas franchir. Je suggère ça. Il y a une de Libération qui a fait beaucoup jaser il y a quelques jours, et notamment y compris au sein des rangs de La République En Marche, des électeurs de gauche qui témoignent qu'ils ne feront plus barrage à Marine Le Pen en revotant Macron en 2022 si ça se reproduisait. Moi,
Bon, je me méfie un tout petit peu, vous savez, de ces débats qui occupent beaucoup la une des journaux, qui sont un tout petit peu autoportés de temps en temps. J'entends qu'à votre antenne, on commentait d'autres sondages, pas inintéressants non plus, qui disaient que 42% des sympathisants de gauche jugeaient positivement l'action du président de la République, que 62% des 15-24 ans jugeaient positivement l'action du président de la République. Ça existe aussi. C'est peut-être pas la réalité qu'affiche Libération, mais ça existe aussi. Mais derrière ce débat, pardon, mais il y a des choses qui sont effectivement, pour moi, un peu inquiétantes. Quand j'entends certains responsables de gauche dire qu'ils ne sauront plus choisir si jamais, et je ne le souhaite pas, le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron, Marine Le Pen, parce que nous, on n'a pas choisi cet adversaire. Je dirais, était en face de nous en 2017. Emmanuel Macron cite souvent Marine Le Pen comme étant son adversaire potentiel. Elle est présente. Quand je vois des responsables, j'entendais Clémentine Autain hier au micro d'une radio dire, moi, je ne saurais pas faire le choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais quelle perte de repères complète. C'est pas si étonnant que ça. Je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon, le premier, dans l'entre-deux-tours en 2017, qui a fait exploser au bazooka le Front républicain en ne faisant pas de choix, lui non plus. Mais c'est une perte de repères totale, pardon, mais Marine Le Pen, c'est celle qui voudrait supprimer le droit du sol. Vous pensez vraiment que dans un quinquennat présidé par Marine Le Pen, on aurait voté, comme on l'a fait il y a quelques jours, une augmentation inédite des moyens pour l'aide publique au développement? Vous pensez vraiment qu'on aurait protégé les Français comme on a protégé, comparé le quinquennat, ou pardon, le mandat de Donald Trump avec celui d'Emmanuel Macron? Donc vous lancez un appel aux électeurs de gauche, en quelque sorte, et aux responsables politiques de gauche sensibles au fait d'avoir fait le Ségur de la santé, c'est-à-dire d'avoir augmenté de 200 € par mois les soignants dans notre pays. Tous ceux qui sont sensibles au fait d'avoir apporté un 13e mois aux salariés au SMIC dans ce quinquennat, à ceux qui sont sensibles aux mesures sociales. Je ne pense pas que Marine Le Pen, elle aurait doublé le congé paternité. Je ne pense pas que Marine Le Pen, elle aurait fait la PMA pour toutes. Je ne pense pas que Marine Le Pen, elle aurait fait des réformes pour le versement des pensions des femmes seules en cas de divorce. Toutes ces mesures-là, vous dites à la gauche, regardez ce qu'on a fait. Mais prenons un exemple supplémentaire. On a créé dans ce quinquennat une 5e branche de la sécurité sociale, justement pour se donner les moyens pour mieux financer l'autonomie, le grand âge. Ça fait des décennies qu'on en parlait. Ça fait des décennies que la gauche rêvait de faire ça. Et nous le faisons dans ce quinquennat. Donc, perdre ses repères à ce point, de confondre ce que pourrait être, ou de mettre un signe égal entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je crois que c'est une folie. Et je crois que c'est une perte de repères totale que je vois de temps en temps à l'Assemblée nationale. Et vous avez les votes de l'extrême gauche et de l'extrême droite se rejoignent bien plus souvent. Prenez statistiquement ce que sont ces votes. Oui, je suis inquiet, mais pas forcément de la une de Libération. Je suis inquiet de la perte de repères d'une partie de la gauche dans notre pays. Vous avez dû être surpris par la déclaration hier de Christophe Castaner, qui a dit que lui, en cas de choix entre Mélenchon et Marine Le Pen, il voterait Mélenchon. Alors que vous venez de... Vous aussi. Moi aussi. Oui. Mais moi aussi, pardon. Même si vous avez dit tout à l'heure qu'il a tiré au bazooka. Mais oui, je pense que les deux déclarations ne sont pas antinomiques. Au contraire, je crois qu'il faut des repères dans la vie publique, dans la République. Et en l'occurrence, je suis parfaitement en ligne avec ce que Christophe Castaner a indiqué. Question de la fin avec Cécile Domingue. Vous avez vu la une du Parisien de Muriel J'avoue que je n'ai pas eu cette occasion, parce que c'est très tôt les matinales ici, donc je n'ai pas encore lu le journal. Muriel Pénicaud, qui est l'ancienne ministre du Travail, vous le savez, qui fait un appel avec 58 personnalités, sauvons la jeunesse. Est-ce que c'est une façon de tacler le gouvernement qui visiblement se mobilise pas suffisamment pour sauver justement ces jeunes? Non, je crois pas. Je vous avoue que je lirai le contenu. En tout cas, ça sent un peu le tac quand même. Ça veut dire que... Je lirai le contenu. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a mobilisé 7 milliards d'euros dans cette crise pour justement venir en aide aux jeunes. On l'a fait en version des allocations exceptionnelles. On le fait en étendant de façon drastique la garantie jeune, qui permet d'apporter 500 € par mois justement aux jeunes de ce pays. On le fait en étendant les bourses, on le fait en apportant des repas à 1 € pour que dans ces moments difficiles, les jeunes puissent avoir justement accès à une alimentation dans les crousses. Donc on fait beaucoup de choses. Dire qu'il faut faire plus, certainement. Moi, je plaide aussi pour qu'on aille encore plus loin sur l'universalisation de cette garantie jeune, ces fameux 500 € par mois, avec un accompagnement que chaque jeune qui en ait besoin potentiellement dans le moment de cette crise, y compris ponctuellement, puisse en bénéficier. Donc on continue de travailler, mais laisser penser que rien n'aurait été fait pour les jeunes, je pense que c'est totalement excessif. Je ne pense pas d'ailleurs, c'est Muriel Pénicaud que je connais bien et que je respecte infiniment, disent dans cet article que je lirai, mais beaucoup a été fait. Merci Stanislas Guerini.